Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui est un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes grâles de chineuse. Donc il s'agit d'objets que je n'ai pas chinés. Contrairement à d'habitude où je vous montre en fait ce que j'ai chiné dans les différentes brocantes que j'ai faites, et bien cette fois-ci je vais vous parler d'objets que j'aimerais chiner et que du coup je cherche depuis pour certains très longtemps. Certains de ces objets je les cherche depuis plus de 15 ans, donc c'est vous dire. Mais il y a une raison si je ne les ai pas encore chinés. Souvent c'est parce que ce sont des pièces assez fortes, assez grandes aussi en taille pour certaines. Et du coup effectivement il faut qu'elles soient un peu parfaites on va dire pour que je les achète, puisque c'est pas quelque chose que je vais collectionner, c'est plutôt vraiment un objet unique que je vais acheter une fois et dont le but est en fait de le garder toute ma vie dans ma maison. Pour faire cette liste, je me suis limitée à 12 objets, donc je vous ai fait un top 12, mais en réalité, franchement, ma liste de grâles de chineuse est longue comme le bras. Alors, juste pour préciser, qu'est-ce que j'appelle un graal? En fait, c'est un objet rare ou pas, parce que c'est pas forcément quelque chose de rare pour un chineur, mais c'est surtout un objet qu'un chineur veut absolument avoir et qu'il cherche depuis plus ou moins longtemps. Parce que, en effet, en fonction de la région où vous habitez, en fonction des prix, en fonction de l'état de l'objet, en fonction du hasard, de l'occasion, parce que quand vous partez le matin en brocante chinée, et bien vous ne savez pas ce que vous allez trouver, et bien il se peut qu'un jour la chance soit avec vous, le dieu de la brocante et des vide-greniers a entendu vos prières, et donc par chance vous allez tomber sur l'objet que vous recherchez depuis des dizaines d'années. Et là, comment vous dire qu'en général on fait une danse de la victoire, ça a dû vous arriver où vous êtes tellement content d'avoir trouvé quelque chose, vous avez envie de danser. Donc je suis sûre que je ne suis pas la seule à partager ce sentiment. En général, ça illumine votre week-end, vous êtes ravis, vous souriez, les gens se demandent pourquoi vous êtes de si bonne humeur. Et bien c'est juste parce que vous avez trouvé un de vos grâles. Voilà. Alors pour les plus puristes des chineurs, eh bien il faut que ce soit un objet chiné en brocante, voilà, de visu. Il faut vraiment qu'on le touche, que le hasard nous porte vers lui, que l'univers fasse en sorte que vous tombiez dessus. Et puis pour les moins puristes, du moment que c'est un objet que vous voulez, tous les moyens sont bons pour le trouver, donc que ce soit sur internet, que ce soit même un objet neuf réactualisé d'un objet vintage qu'on ne trouve plus trop. Enfin voilà, tout dépend un petit peu après de votre ressenti aux objets. Moi je me situe un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que dans l'idéal je préfère toujours chiner mes objets. Donc c'est vrai que pour les 12 grâles que je viens de vous énoncer, j'aimerais de préférence les trouver vraiment en physique. Mais ça ne me gêne pas d'aller les chiner sur internet du moment qu'ils sont vraiment des coups de cœur et que l'état correspond à ce que je souhaite également. Puisque là-dessus je suis assez pointilleuse, c'est vrai que si un objet est un tout petit peu abîmé, je vais avoir tendance à pas le prendre parce que ça va me gêner. Je suis un petit peu perfectionniste dans l'âme, on va dire, mais c'est vrai que j'aime pas quand l'objet a trop d'imperfections. Un petit peu, ça peut passer, mais vraiment parfois c'est rédhibitoire pour moi. Je sais qu'on n'est pas tous égaux non plus là-dessus au niveau des chineurs, mais c'est important pour moi et c'est vrai que je fais très attention à l'état des objets et c'est ce qui explique certainement que certains objets, je ne les ai toujours pas chinés au bout de plusieurs dizaines d'années. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai une liste à rallonge. J'ai dû me limiter à 12 objets que j'aimerais trouver dans l'idéal évidemment en 2024. Mais je sais d'expérience que je ne trouverai probablement pas les 12 cette année. J'ai fait ma sélection pas forcément dans l'ordre, donc les objets que je vais vous donner, c'est pas forcément le numéro 1 qui est celui que j'aimerais chiner le plus. En fait, j'ai déjà du mal à en prendre 12, donc vous dire lequel je voudrais en particulier sur les 12, c'est presque mission impossible pour moi, j'aimerais vraiment trouver les 12 en fait. Mais il y a certains d'entre eux que je cherche depuis très longtemps et d'autres depuis seulement 1 ou 2 ans. Mais il n'y a aucun objet récent où je me suis dit il y a un mois, voilà, j'aimerais chiner ça. C'est vraiment plus des objets que je cherche depuis longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des grâles. En général, c'est parce qu'il y a de l'attente derrière que ces objets atteignent le statut de graal. Voilà. Vous me direz si vous aussi vous partagez cette idée de graal comme ça qui attendent depuis longtemps d'être chinés, si c'est comme ça que vous les définissez. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également votre liste de grâles à vous. Ça me donnera certainement des idées. Et puis c'est toujours chouette de partager ensemble ce qu'on aimerait trouver en tant que chineur. Allez, c'est parti, on lance le top 12. En numéro 1, ce que j'aimerais trouver comme objet, et ça fait depuis que je suis petite que j'aimerais trouver cet objet-là, il s'agit d'une lampe et d'une lampe particulière puisque c'est une lampe de style Tiffany. Donc je vous mets une photo.
La lampe de style Tiffany, elle se définit en fait par un socle en métal et un abat-jour en verre coloré, travaillés comme des vitraux. Voilà. Pourquoi je dis que j'en rêve depuis que je suis petite? Eh bien tout simplement parce que dans les téléfilms américains qu'on regardait à la télé, il y avait très souvent cette lampe-là posée quelque part dans la décoration. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec les lampes Tiffany quand j'étais encore qu'une enfant. Et ça m'a tout de suite émerveillée, ces lampes-là. Je les trouvais magiques. On dirait qu'elles sortaient d'un conte de fées. Pour le coup, vraiment, c'est une lampe qu'on aurait pu imaginer chez une fée, pour de vrai. Hein. Vraiment, ça a ce côté féerique, je trouve. Et ça m'avait tout de suite plu. Je me souviens très bien que gamine, vraiment, j'avais les yeux qui brillaient devant ce type de lampe. Et pourquoi je vous parle des téléfilms américains? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les lampes Tiffany, à la base, celles qui sont estampillées avec cette marque, ont été inventées aux États-Unis par Louis Comfort Tiffany, donc, qui a commencé à les produire en 1885 et qui va les produire vraiment en grande quantité jusqu'en 1920. Et puis ensuite, la mode va un petit peu décliner puisque c'est un style art nouveau, comme vous pouvez le constater au niveau du dessin. Et ça va décliner un petit peu jusqu'à sa mort en 1933. Ensuite, ça ne va plus être fabriqué du tout, ça ne va plus du tout être à la mode. Et ça va revenir dans les années 60. Et puis ça va revenir dans les années 80. Et donc successivement, comme ça, on va avoir des lampes qui vont être refabriquées dans ce style-là. Mais les vraies lampes Tiffany, ce sont des lampes de la fin 19e, début 20e, de style art nouveau, produits par Louis Comfort Tiffany aux États-Unis. Elles sont donc extrêmement rares, puisque en fait on n'en a pas produit tant que ça à l'échelle mondiale, et elles étaient destinées à un marché de luxe. Alors pour la petite histoire, Louis Comfort Tiffany était le fils de l'homme d'affaires qui possédait Tiffany & Co. Donc Tiffany & Co, ça existe toujours aujourd'hui, c'est une très grande maison de joaillerie qui fabrique donc des bijoux pour les têtes couronnées, qui fabrique des bijoux pour les stars, et qui existe toujours comme je vous l'ai dit, et qui coûte extrêmement cher. Sauf que le fiston, lui, ne voulait pas suivre les traces de son père et reprendre la bijouterie familiale. Et lui, du coup, il avait envie de créer sa propre entreprise et il était plutôt artiste. Donc il aimait beaucoup peindre, il aimait beaucoup la couleur, il aimait énormément voyager et il s'intéressait à plein de choses. Et il a eu un jour une passion pour le verre médiéval. Et donc le verre médiéval, en grande partie, était travaillé sous forme de vitrail. Et c'est comme ça qu'il va travailler lui aussi le verre sous forme de vitrail dans d'abord des éléments de décoration à grande échelle. Donc il va décorer la Maison Blanche, il va décorer des grandes maisons de riches stars et de riches héritiers américains notamment. Et c'est comme ça qu'il va d'abord se faire un nom. Et c'est en regardant les ampoules électriques qu'il va se dire qu'en fait, il pourrait reproduire ces vitraux en format tout petit sur un abat-jour et que ça mettrait en valeur la lumière électrique, puisque l'électricité est apparue au début du XXe siècle. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer ces lampes-là. Ça a été immédiatement un succès. Une vraie lampe Tiffany est en métal au niveau du pied, parfois même en bronze, dans d'autres matériaux précieux en fonction des commandes. Et elle est au-dessus en verre travaillé opalescent. Donc il ne s'agit pas d'un simple verre colorisé, c'est vraiment un verre qui va être travaillé comme l'opaline et qui va donc avoir des reflets irisés, il ne va pas du tout être transparent et ce qui va évidemment sublimer la lumière quand la lampe va être allumée. Et c'est ces caractéristiques particulières qui vont faire de la lampe vraiment un objet unique, assez recherché et coûteux. Par la suite, on va reproduire ces lampes-là, puisqu'évidemment le succès attire toujours les copies. Et ces lampes-là vont être plus ou moins de bonne qualité et évidemment, plus elles sont récentes dans le temps et plus en général, elles ne sont pas très qualitatives. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les pieds en métal vont être par exemple remplacés par du plastique et le verre opalin va être tout simplement des simples morceaux de verre premier prix colorés dans une nuance toute basique et il ne va plus avoir ces effets chatoyants de la lumière, très translucide, un peu iridissant, vous savez, qu'a l'opale. Si vous avez déjà vu la pierre opale ou si vous avez déjà vu de l'opaline, vous savez que ça fait quelque chose de très presque arc-en-ciel en fait à la lumière. C'est vraiment très très joli. Il y a une sorte de prisme à l'intérieur qui se forme et c'est pas seulement la couleur qui a été choisie sur le verre qu'on va voir apparaître, mais toute une nuance, toute une palette de couleurs en iridescence. Et c'est ce qui fera la particularité des lampes.
Donc ces lampes-là sont reconnues comme des antiquités et on les trouve dans des musées. Donc vous avez autant de chances de trouver une vraie lampe Tiffany finalement que une œuvre d'art d'un grand maître comme Léonard de Vinci en brocante. Donc autant dire que les chances sont quasiment nulles. Mais vous savez en tant que chineur comme moi que le risque zéro n'existe pas. Il y a des gens qui ont trouvé des trésors en brocante. Donc peut-être que un jour on pourrait tomber sur une nouvelle lampe Tiffany en brocante. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même très improbable. Et donc moi, je ne cherche pas une vraie lampe Tiffany évidemment, je cherche plutôt une bonne reproduction, de bonne facture. Vintage ou pas, ça m'est un petit peu égal, parce que ce qui m'importe finalement, c'est la qualité. Aujourd'hui, en neuf, on peut acheter des lampes de style Tiffany. Il y en a de très bonnes factures et il y en a de qualité vraiment médiocre. Évidemment, c'est le prix qui fait la différence. Et en brocante, c'est un petit peu vous et votre regard sur l'objet qui va vous permettre de déterminer si vous êtes en face d'un objet qualitatif ou pas. En plus, l'arceau en métal a tendance à se déformer avec la chaleur de la lampe, donc attention quand vous les choisissez de ce point de vue-là, parce que effectivement, on a des abat-jours qui gondolent un petit peu, on va dire, à cause de la chaleur. Pour ma part, j'en ai trouvé en brocante plus d'une fois, mais j'ai souvent trouvé des petits modèles, soit des lampes de bureau, soit des lampes de chevet. Et puis le dessin de l'abat-jour, en général, ne me plaît pas trop. Ce qu'on retrouve le plus, ce sont des lampes avec des fruits ou des fleurs. Et ce n'est pas forcément les modèles que je recherche le plus. J'aime bien les lampes fleuries, mais je préfère celles qui ont moins de nuances de couleurs, qui font plus des camailleux, en fait, d'une même couleur, plutôt que plein de couleurs différentes. Et j'aime bien celles qui sont un peu plus tardives et qui partent déjà dans la tendance art déco et qui, du coup, ont aussi ma préférence. Et donc, je ne suis jamais tombée sur une lampe un peu plus grande avec des motifs qui me plaisaient et une bonne qualité aussi parce que, voilà, parfois, il y avait des défauts. Et c'est pour ça que, depuis tout ce temps, depuis maintenant plus de 15 ans, je n'ai toujours pas ma lampe Tiffany. Donc, voilà, si je pouvais avoir ma lampe Tiffany en 2024, je serais tellement heureuse. Mais qui sait, je vous en présenterai peut-être une d'ici la fin de l'année. Et en tout cas, eh bien, je vais tout faire pour parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais chiner. Je commence à en avoir vraiment marre de ne pas la trouver. Plus d'une fois, j'ai failli acheter une neuve d'ailleurs, tellement j'en avais marre de ne pas en trouver une comme j'aime, parce que l'avantage d'en acheter une neuve, surtout si elle est qualitative, c'est qu'il y a plein de styles et de formes différentes et il y a forcément un style qui vous correspond. Alors que c'est vrai qu'en brocante, vous ne tombez pas forcément sur ce qui vous plaît au niveau des couleurs ou au niveau du style des vitraux, de la découpe en fait. Voilà, alors pour avoir une idée du prix, aujourd'hui, si vous vouliez l'acheter d'occasion, une lampe Tiffany commence autour de 100 €. Et plus la taille est grande et plus le tarif va monter. Donc moi, la taille que je vise, il faudrait plutôt être autour de 200 à 300 € au niveau du tarif pour avoir une belle lampe à poser sur une table. On enchaîne avec le numéro 2. Alors le numéro 2, c'est un globe de mariée. Et oui, en fait, ça c'est un objet pareil que ça fait plus de 10 ans que j'en veux. Mais je ne suis jamais tombée sur le globe de mariée coup de cœur, voilà. Parfois on les trouve même vides, juste avec le globe et le socle en bois et rien à l'intérieur. Parfois on les trouve déjà un petit peu dépareillés, c'est-à-dire que des gens sont venus se servir, ont pris des objets qu'il y avait à l'intérieur du globe. Et voilà, ça perd de son charme. Moi j'aimerais vraiment qu'il soit le plus complet possible et si possible avec des fleurs séchées à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais la composition d'un globe de mariée est très complexe. Donc pour commencer, sachez que les globes de mariée, c'est une tendance française qui a commencé au 19e siècle et que le cœur des globes de mariée en France, c'est la région de la Vendée. Donc si vous habitez dans cette région, vous avez de la chance parce que vous avez plus d'opportunités que les autres régions d'en trouver dans vos brocantes et dans vos vides-greniers, dans aussi les vides-maisons, dans les dépôts-ventes, chez vos antiquaires, voilà, il y en aura plus que dans d'autres régions, parce que c'est un endroit où cette tradition a énormément perduré dans le temps, plus que dans d'autres régions françaises. Mais de manière générale, rassurez-vous, ça s'est étendu un peu partout en France et on peut en trouver partout. Alors, le globe de mariée, en général, c'est donc un socle en bois avec une grande cloche bombée par-dessus qui contient à l'intérieur un coussin, en général en velours ou alors recouvert de soie, mais c'est plus souvent du velours, et sur lequel la mariée va venir poser des symboles de son mariage. Donc le globe de mariée était offert à la mariée après le mariage et il était composé donc de plusieurs petits objets. Donc à l'intérieur, elle pouvait y déposer sa couronne de mariée qui souvent était en fleurs d'oranger. Et parce que c'était un symbole de virginité. Alors au départ c'était des couronnes de fleurs séchées et puis ensuite dès que la mode des fleurs en plastique est apparue,
eh bien, ils ont été de plus en plus avec des fleurs en plastique. Donc, si vous trouvez un globe de mariée avec des fleurs séchées, il y a de fortes chances qu'il soit plus ancien que celui avec les fleurs en plastique. Mais pas toujours, puisque c'était un objet familial et effectivement, quand les fleurs séchées tombaient en lambeaux, il n'était pas rare de rajouter des fleurs en plastique par-dessus, donc parfois on a les deux. On y déposait aussi parfois le bouquet de la mariée, donc pareil, avec des fleurs qui avaient une symbolique, la fleur d'oranger encore une fois, mais ça pouvait être des roses aussi, symbole de l'amour, ça pouvait être d'autres types de fleurs qui avaient un langage spécifique et qui parlaient en général de fidélité et de fécondité. Ensuite, on avait également dessus des petits miroirs. Alors, les petits miroirs, c'est très codifié. Il y avait les petits miroirs en forme de losange. Donc ça, c'était le nombre d'enfants que souhaitait le couple ou qu'avait eu le couple. Tout dépendait de comment la mariée mettait à jour son globe de mariée. Il y avait également les rectangles, qui étaient un symbole de fidélité et de sincérité dans le couple. Il y avait également des triangles qui représentaient la fécondité du couple. Et il y avait, pour finir, en général, des ovales. Alors les ovales, c'était souvent des cadeaux des demoiselles d'honneur pour la mariée et qui étaient censés lui porter bonheur. Voilà, c'était un symbole de chance. Donc, vous voyez que tout ça est très très codifié et tous les globes de mariée n'avaient pas forcément les mêmes miroirs à l'intérieur. Il y avait aussi des petits objets en métal plus ou moins précieux en fonction de la famille des mariés. Comme la colombe qui symbolisait évidemment le mariage et la fidélité. Il y avait parfois des petits morceaux de tissu comme un morceau de la jarretière de la mariée par exemple. Voilà. Et on pouvait aussi y mettre ses alliances, notamment quand l'un des mariés décédait, on pouvait le mettre à l'intérieur. Voilà, donc on retrouve tout un tas d'objets comme ça symboliques du mariage et du couple qui sont assez intéressants à étudier. Alors là, je vous ai donné qu'une bribe, c'est très très codifié. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur internet et à trouver des sites détaillés. Il y a plein de sites qui détaillent vraiment cette symbolique, il y a des livres aussi dessus. Et il y a évidemment des spécialistes qui s'y connaissent beaucoup plus que moi sur le sujet. Mais voilà, ça me fascine vraiment l'histoire d'un globe de mariée, je trouve ça tellement poétique. Et puis avec tous ces objets, ça fait vraiment un objet de curiosité. Et j'aime beaucoup les objets de curiosité, comme vous le savez si vous suivez la chaîne. Alors pour un globe de mariée, ça commence à partir de 100 € en fonction de la taille. Et ensuite, en fonction de son état, de la taille, du nombre d'objets qu'il y a dedans, etc. Et de la valeur des objets, parce que parfois on a des objets en argent ou en or, ça arrive. Et bien effectivement, le globe va prendre de la valeur. Et puis, le dernier aspect à prendre en compte, c'est son ancienneté. C'est évident qu'un globe du 19e va coûter beaucoup plus cher qu'un globe du 20e. Numéro 3 est un objet plus facile à trouver en brocante. Il s'agit d'un petit meuble qu'on appelle la travailleuse. Donc je vous la mets en photo, je pense que ça vous parle parce que c'est un objet qui est revenu très à la mode depuis quelques années. La travailleuse à la base, c'est un objet qui a été inventé fin 18e, début 19e et qui sert tout simplement à mettre son nécessaire à couture. Donc voilà, les bobines, les dés, les aiguilles, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver quand on aime la couture. Et à l'intérieur de chaque petit compartiment, on pouvait les catégoriser pour bien les ranger et bien les ordonner. Et elle avait des poignées pour être mobile, puisqu'il n'était pas rare à l'époque, notamment pendant les longues soirées d'hiver, qu'on couse tous les soirs après le repas, notamment, et puis qu'on le transporte en fonction de la pièce de vie où on se trouvait. Et donc, voilà pourquoi elles ont en général des poignées. Ces travailleuses sont en bois et en fonction de la maison où elles se trouvaient, dans des bois plus ou moins nobles. Franchement, on en trouve énormément sur le marché, autour de 50 €. En fonction de l'état et en fonction du bois, on va les avoir un peu moins chers. Et si c'est en très bon état ou si c'est du bois un peu plus précieux, s'il y a de la marqueterie dessus, s'il y a une forme originale, ça peut monter jusqu'à 100 €. En général, au-delà, c'est plutôt rare. Et donc, je vous mets quelques photos. La raison pour laquelle j'en ai pas acheté, c'est parce que souvent, en brocante, celles que je trouve sont abîmées. Ça, c'est vraiment très fréquent. Soit les pieds, soit au niveau des petites accroches, vous savez, pour les différents compartiments. Il y a les clous, les vis qui sont manquantes. Et c'est difficile de retrouver la même accroche parce que ça a un certain format. Donc, voilà. C'est pour des raisons pratiques. Moi, j'aimerais bien la trouver en bon état. Moi, je ne souhaite pas la repeindre parce que ça se repeint beaucoup avec plein de couleurs différentes. Il y a plein de tutos sur internet, c'est très sympa. Je voudrais la garder dans son coloris naturel et du coup, c'est aussi pour ça que je fais attention à l'aspect du bois parce que dans l'idéal, j'aimerais un joli bois et forcément, ça coûte plus cher. Et j'aimerais des pieds originaux, voilà, notamment ce style-là.
qu'on appelle art déco, mais qu'on retrouve en général jusque dans les années 50. C'est un style qui a plutôt perduré dans le temps. Et puis il y a aussi les petites travailleuses pour enfants, parce qu'on faisait à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, des jouets de mimétisme hein, pour apprendre. En fait, les enfants avaient envie d'avoir les mêmes jouets que les adultes, et donc pour les petites filles, on faisait les petites machines à coudre, et on faisait aussi du coup la petite travailleuses pour qu'elles y mettent leur nécessaire. Et donc on a ce genre de petites travailleuses, vous voyez, donc la différence c'est qu'elles sont petites en taille et qu'elles n'ont pas de pieds. En général les travailleuses pour enfants n'avaient pas de pieds. Et ça j'aime bien aussi, j'en ai jamais chiné, j'en ai beaucoup vu, mais alors par contre les travailleuses pour enfants sont souvent très abîmées. Elles ont du stylo, du feutre sur le bois ou de la peinture, il y a souvent des choses qui ont coulé à l'intérieur, elles sont souvent assez dévissées, etc. Donc voilà, je n'ai jamais franchi le pas, mais pareil, que ce soit aussi bien le grand modèle que le petit modèle, j'aimerais bien en trouver une cette année, si j'ai de la chance. Numéro 4, j'ai mis des chaises vintage en bois de style Windsor, donc je vous montre la photo pour que vous voyez. Donc c'est vraiment un style qui me plaît beaucoup, c'est un style anglais, hein, comme son nom l'indique à la base, qui était plutôt à la base du 18e, 19e siècle. On en trouve évidemment beaucoup plus en Angleterre qu'en France, mais c'est quand même très facile d'en trouver. Le problème, c'est l'état et puis sinon le prix quand c'est en bon état, parce que quand même, moi, ma table de salon peut avoir jusqu'à 8 chaises. Alors, je veux pas forcément 8 chaises Windsor, mais je voudrais 8 chaises vintage chinées. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu compliqué si je commence par acheter une paire qui me coûte déjà 400 à 600 euros quoi. Donc voilà pourquoi jusqu'à présent j'en ai pas encore trouvé soit en bon état et donc le prix était pas cher mais pas terrible au niveau de l'état en soi, soit au niveau du prix c'était vraiment trop élevé pour que je me lance dans l'achat. Et puis après il faut trouver d'autres chaises en bois qui aillent avec ce style là, parce que je veux pas faire un 100% total look Windsor. Mais c'est vrai que c'est ce modèle-là que je préfère. Mais donc, de manière générale, j'aimerais trouver des chaises en bois comme ça, vintage, dans ce style, un peu fauteuil, avec des accoudoirs de préférence. Et c'est vrai que je dois changer toutes mes chaises dans mon salon, puisqu'à la base, j'ai des chaises noires médaillons que j'avais achetées chez Maison du Monde. Donc c'est un style Napoléon, un peu ancien. Mais c'est du neuf que j'avais acheté, donc comme je vous l'ai dit, à Maison du Monde, mais il y a de ça plus de 10 ans. Pour ma première maison, donc ça date, hein, vraiment j'ai eu plein de maisons depuis et j'ai déménagé plus d'une fois et elles ont toujours survécu, mais à force avec les déménagements forcément elles se sont abîmées et comme elles sont recouvertes de simili-cuir noir, ce faux cuir qui a commencé à craquer et qui s'est ouvert à certains endroits, et donc maintenant j'aimerais les changer. J'en garderai une ou deux que je changerai peut-être de couleur d'ailleurs ailleurs, mais c'est vrai que de manière générale le bois aussi c'est pas mal abîmé et disloqué et donc voilà pourquoi j'aimerais chiner ces jolies chaises entre autres avec d'autres chaises en bois pour mettre autour de ma table. Ensuite en numéro 5, j'aimerais mettre un miroir à part close chez moi. Donc je vous montre, pareil, les miroirs c'est mon dada, j'en ai beaucoup chez moi. Dans les différentes vidéos que je vous fais, je pense que vous avez dû remarquer qu'il y en a pas mal. J'en ai beaucoup à l'étage, donc comme en général je ne vous filme pas les pièces privées de l'étage, ce sont des chambres et la salle de bain qui sont à l'étage, c'est vrai que je ne vous les filme pas, mais j'ai aussi pas mal de miroirs en haut et je n'ai pas de miroir à part close. J'aimerais bien en trouver un, mais ce sont des miroirs assez grands en général et j'aimerais vraiment avoir le coup de cœur et avoir un miroir en très bon état. Alors qu'est-ce que c'est un miroir à part close? Eh bien c'est tout simplement un miroir classique, normal, au centre, et tout autour l'encadrement est fait de petits morceaux de miroir. En fait ça c'est une mode qui a apparu entre le 16e et le 18e siècle en Italie, tout simplement pour réutiliser les chutes de miroir et également parce que le miroir, comme ça coûtait très cher à l'époque, eh bien plus on avait un grand miroir chez soi, plus on avait normalement un statut social élevé. Et donc grâce au part close, ça permettait d'avoir un grand miroir moins cher, parce que acheter le miroir du centre en grande taille coûtait extrêmement cher et donc c'était une petite astuce pour diminuer les coûts tout en ayant un miroir imposant chez soi, puisqu'on utilisait les chutes de miroir, les bris de glace hein, si vous voulez, des artisans verriers. Et donc ça c'est une mode qui est apparue en Italie, plus précisément à Venise et encore plus précisément à Murano. Si vous êtes déjà allé sur l'île de Murano, peut-être que vous êtes tombé dessus. Donc je vous mets des photos de ce qu'on appelle un vrai miroir vénitien. En fait, il n'y a pas de bois, il n'y a rien du tout dans l'encadrement. C'est vraiment des chutes de miroir tout autour, plus ou moins travaillées. Il
Il y en a des très très travaillés où on faisait carrément des fleurs avec ces bouts de miroir. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez quand même le travail que ça prend. Et il y en a des plus simples. Le verre est parfois gravé au niveau du miroir, parfois non. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des grandes tailles, des petites tailles. Ça se faisait vraiment dans tous les formats. Et c'est revenu à la mode dans les années 2000-2010. Maintenant, c'est un peu passé parce qu'il y a les miroirs en rotin qui ont repris le marché depuis plus de 5 ans. Mais c'est vrai qu'à une époque, dans les magasins de décoration, il n'y a pas si longtemps que ça, on en trouvait beaucoup des neufs. Donc moi, neuf ou ancien, finalement, ça m'est un petit peu égal parce que je sais que j'ai très peu de chances de trouver un miroir du 18e ou du 19e siècle en brocante. Du 20e déjà, beaucoup plus. Mais évidemment, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un miroir du 20e, du début du siècle et pas de la fin du siècle où pour le coup, ils sont beaucoup plus... quelconque et beaucoup moins travaillé. Ça se trouve, hein, moi j'ai un miroir Trumeau chez moi que vous voyez souvent dans mes vidéos qui date du 19e siècle avec du verre piqué, donc on peut en chiner, on peut en trouver. Mais c'est vrai que l'état des verres, vu que tout est fait en miroir autour, est souvent abîmé, cassé du choc des transports et c'est ça qui fait en fait la différence de prix et puis la taille du miroir. Donc voilà, ce genre de miroir en très très bon état ancien monte à 3000 €. Mais s'il n'est pas ancien et qu'il est en bon état et qu'il est très grand, on va être autour de 1000 €. Et puis, plus il est petit et en mauvais état, et plus le prix va baisser jusqu'à en moyenne 200 €. Franchement, j'ai rarement vu des miroirs comme ça en dessous de 200 €. En 6e position maintenant, je vais vous parler de mon Graal de vaisselle absolue, puisque des Graals de vaisselle, j'en ai plein. J'ai des listes d'envie entières sur mon téléphone, sur différents sites de vaisselle parce que voilà, la vaisselle j'aime beaucoup ça et notamment la vaisselle vintage ou ancienne, mais vraiment cette année j'aimerais beaucoup trouver le service de chez Villeroy et Boch Acapulco. Alors c'est un service qui est à la mode pareil depuis quelques années, c'est aussi pour ça que son prix a flambé et qu'on en trouve de moins en moins facilement en brocante parce que tous les professionnels de la brocante justement ont chiné ces pièces-là et les ont mis en vente dans leur boutique à des prix mirobolants. Mais il faut dire que c'est aussi du Villeroy et Boch qui est quand même à la base la faïencerie de la famille royale du Luxembourg. Donc forcément ça a un prix. Alors ce modèle-là n'est pas très vieux, il date de 1967. Mais il a un dessin vraiment original qui est toujours au goût du jour et qui plaît énormément. Et c'est pour ça qu'on le trouve à des prix vraiment très chers. Pour la petite histoire, c'est la designer phare des années 60-70 de la maison Villeroy et Boch qui s'appelle Michelle Reuters et qui a en fait dessiné ce design-là à partir d'un dessin traditionnel mexicain. Voilà, c'est ce que raconte en tout cas le site de la marque. Et ça a tout de suite été un carton. Donc ce modèle a tellement bien fonctionné qu'il a été produit de 1967 à 1994. N'oubliez pas que pour cette marque, si vous voulez les premiers modèles, il faut que l'estampille en dessous, vous savez, qui appose la marque, soit bleue, puisque cette estampille apparaît des années 60 aux années 80 et qu'à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, elle est marron. Donc, comme le service a été produit jusqu'en 1994, vous avez les deux estampilles possibles en dessous. Si vous voulez la plus ancienne, il faut prendre la bleue. Et c'est aussi en général pour ça que vous voyez certains prix plus chers, parce que quand l'estampille est bleue, tout de suite le prix est plus cher que quand elle est marron. Donc, pour vous donner une idée, une assiette de chez Villeroy et Boch plate du modèle Acapulco avec l'estampille bleue se vend autour de 25 €. Oui, 25 €, c'est quand même un prix pour des assiettes vintage. Même en brocante, il est rare que vous les trouviez en dessous de 20 €, vraiment. Mais il faut dire que c'est très recherché, donc voilà, c'est pour ça. Donc moi, j'aimerais bien avoir un service avec 6 à 8 assiettes, allez, soyons fous, de ce modèle-là, ou alors des plats de service, ou même une saucière. Mais tout ce que j'ai réussi à chiner jusqu'ici, c'est 2 petites tasses à expresso que je vous ai déjà montré. Je crois que vous les avez déjà vues, soit dans une de mes retours de brocante, soit en déco. Je ne sais plus si je les avais chinées avant que je démarre la chaîne ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai jamais réussi à trouver. Alors j'ai un autre modèle de chez Villeroy et Boch qui fait partie de mes chouchous, qui est le modèle Ismir que je vous ai déjà montré dans la chaîne. Donc je vous remets une petite photo pour que vous visualisez ce que c'est. Donc celui-ci, pour vous donner une idée, il est en moyenne 10 € moins cher l'assiette que le Acapulco. Donc voilà. Et pourtant, il a été produit à peu près au même moment. Mais voilà, c'est vraiment les couleurs, le design d'Acapulco qui en font un modèle de vaisselle unique et très recherché.
En numéro 7, j'ai mis un autre de mes Graals qui est la boîte aux lettres vintage. Oui, oui, et même dans l'idéal, une série de boîtes aux lettres vintage. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis, je pense que mes 20 ans. J'avais vu une fois, il y a très longtemps, un bloc de boîtes aux lettres vintage, hein, vraiment, vous savez, comme on en trouve devant des résidences où il y a plusieurs appartements, par exemple, avec donc plein de petites portes, hein, puisqu'il y a plusieurs boîtes aux lettres collées les unes aux autres. Et j'avais adoré, et j'avais pas la place à l'époque dans mon studio de l'acheter pour l'accrocher au mur comme une étagère à l'entrée ou alors comme une bibliothèque pour vos livres, enfin peu importe, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y accrocher des clés, des bouquins, de la déco, on peut y mettre vraiment ce qu'on veut et ça m'est toujours resté. Et depuis, à part une fois en brocante où je suis retombée, mais c'était à l'étranger, j'avais pas du tout la place non plus pour la ramener chez moi, sur un bloc comme ça de boîtes aux lettres vintage, et ben je ne suis plus jamais retombée sur des boîtes aux lettres vintage en bloc. Alors s'il y en a qu'une seule et qu'elle est vintage et sympa, ça me va aussi. Mais c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais voulu un bloc comme ça pour que ça fasse un peu étagère, original, un peu stylé. Alors il y a des marques qui l'ont copié parce que c'était à la mode, pareil, à un moment. Et donc ça existe en version moderne, je pourrais essayer d'en trouver dans des magasins de décoration spécialisés, mais vraiment ce que j'aimerais, pareil, c'est que ce soit vintage et chiné. Alors ça tourne autour d'une centaine d'euros, ça peut être plus cher s'il y en a vraiment beaucoup, si c'est du bois aussi. Souvent j'ai remarqué que quand les modèles étaient en bois, ils étaient plus chers que les modèles en métal. Mais quand il y a encore les petites clés pour fermer aussi la boîte aux lettres, parce que souvent ça s'est perdu. Donc voilà, tous ces petits détails font que ça peut monter jusqu'à 200 euros, mais j'ai jamais vu de prix vraiment au-dessus de 200 euros. Et puis pareil, ça dépend du nombre de boîtes aux lettres, et c'est surtout ça qui va faire la différence. On continue avec le numéro 8, et cette fois-ci, j'y mets une horloge vintage murale, donc soit en version céramique comme celle-ci, qui est plutôt des années 50, hein, en général ce type de céramique, soit en version formica, qui elle sera plutôt des années 70, comme celle-ci que je vous montre. Alors pourquoi j'ai toujours pas franchi le pas? Bah, tout simplement parce que souvent ceux que je trouve ne fonctionnent pas, et quand elles fonctionnent, les prix sont juste fous, et donc ça ne m'intéresse pas. En plus, je préférerais avoir un modèle à pile derrière qui ait déjà été modifié, tout simplement parce que le modèle à clé, souvent on n'a pas la clé, ou alors le mécanisme est défaillant, même quand la personne vous le vend avec la clé, elle vous le tourne, elle vous dit, vous voyez, ça marche, sauf qu'en fait au bout d'une heure vous rentrez chez vous et ça ne fonctionne plus du tout. Donc ça, pour le coup, il faut faire très attention à l'achat, à moins évidemment que vous ayez une passion pour l'horlogerie et que vous soyez tout à fait capable de les remettre en l'état. Il y a des gens qui savent faire ça, moi malheureusement non, ni dans mon entourage, et du coup c'est pour ça que je préférerais un modèle qui a déjà permuté en pile, ou alors un modèle en formica qui souvent avait déjà la pile dessus. Et donc voilà, c'est pour mettre dans ma cuisine. Vous savez, il y a un petit coin en fait où sur le mur il n'y a rien. Et en fait, il n'y a rien parce que je veux y mettre une horloge. Puisque je n'ai qu'une seule horloge dans le bas de la maison et qu'elle n'est pas visible de partout en fonction de l'endroit où on se tient dans les pièces du bas. Puisque moi, le bas chez moi est complètement ouvert. Hein, donc vous avez la cuisine, l'espace salle à manger, l'espace salon et tout est ouvert. Et c'est vrai qu'en fonction de l'endroit où on se situe, on ne la voit pas. Et donc je voulais en mettre une autre dans la cuisine. Donc voilà, comme le mur de la cuisine est noir, c'est vrai que ça serait bien que ce soit quelque chose de clair, soit en bois clair, du formica clair, soit en céramique blanche dans l'idéal, parce que vraiment ça claque sur le mur, vous voyez, et c'est pour ça que je recherche notamment ce style-là. En numéro 9, j'ai mis tous les meubles en rotin, mais pas n'importe lequel, ceux en style peacock ou pan si vous voulez. Donc c'est ce motif comme ça en forme de pan avec des rosaces à l'intérieur. Au niveau du rotin, c'est travaillé comme ça en rond, en spirale, et c'est vraiment super beau. Je n'ai qu'un seul meuble peacock comme ça que je vous ai déjà montré d'ailleurs, qui est une petite étagère pliable que j'avais chinée sur Vinted et qui était d'ailleurs peinte en blanche et que j'ai dans ma chambre maintenant aujourd'hui. Mais je n'ai jamais chiné d'autres modèles en rotin peacock, donc j'ai quelques meubles en rotin chez moi, mais ce modèle-là, qui est assez difficile à trouver et qui est très recherché des chineurs, eh bien je n'en ai pas trouvé d'autres. Donc aussi bien une tête de lit qu'une bibliothèque, une simple étagère, enfin une table de chevet, n'importe quoi ferait mon bonheur. Parce que si j'ai la chance de tomber sur un meuble comme ça, quel qu'il soit, je pense que je le prendrai dans tous les cas parce que j'adore ce motif en rotin. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui se faisait beaucoup dans les années 70
notamment. Et donc en général, ce sont les modèles d'ailleurs les plus chers en rotin, parce que c'est très recherché, c'est très décoratif surtout, hein, ce dessin comme ça en forme de queue de paon. C'est très très beau, donc le modèle Peacock, si vous voulez le chercher sur internet notamment. J'aimerais bien tomber dessus à des prix raisonnables, parce que pareil, les prix s'envolent alors que c'est que du rotin quelque part, donc ça m'embête un petit peu. Si c'est pas une bonne affaire, c'est vrai que je vais avoir tendance à pas vouloir l'acheter sur internet, tout simplement parce que les prix sur internet sont juste fous pour du rotin. Le rotin, c'est par définition un meuble qui a été créé pour les petits budgets, donc voilà. C'est vrai que moi j'ai pas envie d'y mettre non plus trop de sous. En numéro 10, on passe au vase Art Nouveau, de style de préférence galet ou le gras. Alors les galets sont très très chers parce qu'ils sont énormément recherchés par les collectionneurs. J'en ai déjà vu en brocante ou en antiquité brocante, jamais en vide-grenier pour le coup, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve plus sur les brocantes où il y a des professionnels. Mais souvent ils sont abîmés et donc le prix est pas très cher, mais ils sont abîmés et donc ça m'intéresse pas. Encore à la dernière brocante où je suis allée, il y avait un pied de lampe comme ça, Art Nouveau. Je ne sais pas s'il était signé, je pense que oui, parce que j'entendais des bribes, mais je ne pouvais pas non plus me coller derrière les personnes qui discutaient avec le vendeur, ça aurait fait un peu commère. Donc, mais de ce que j'ai entendu, il était signé, mais j'ai pas entendu de qui. Et surtout, il avait un accro, du coup, le monsieur proposait le pied de lampe, donc il n'y avait pas l'abat-jour, à 30 €. Donc vraiment, sur les brocantes, on peut encore faire des bonnes affaires. Et pour peu que l'éclat ne soit pas trop important ou que ça ne vous dérange pas et que le reste du verre soit magnifique évidemment ou le décor, bah, ça peut passer. Donc voilà, c'est pareil, ça fait partie de mes grâles. Je sais que c'est assez difficile de trouver un vrai galet en brocante, même si je vous l'ai dit en antiquité brocante il y en a. Mais les prix, voilà, pour un tout petit vase comme ça, miniature de vitrine, on va commencer déjà à 200 €. Voilà, moi j'en ai déjà vu dans les brocantes près de chez moi à 200 €. J'ai pas envie de mettre 200 € pour un tout petit vase comme ça. Donc je pourrais mettre plus cher, je pense, jusqu'à 300-400 € pour un vase, on va dire, de 20 cm, à condition qu'il soit impeccable et que le décor me plaise vraiment. Sinon, il y a aussi l'option Le Gras. Donc Le Gras est un artiste qui est un petit peu moins connu que Galet pour ces vases-là, mais qui commence de plus en plus à percer sur le marché, tout simplement parce que ses réalisations sont moins chères. Alors, c'est une question de goût après, hein. Effectivement, elles sont parfois moins travaillées que Galet, mais elles sont moins chères aussi et plus abordables et tout aussi jolies pour certains modèles. Donc je vous montre quelques photos de Le Gras et j'aime beaucoup. En plus, Le Gras a travaillé pour différentes verreries et du coup, il a fait des modèles plus ou moins chers, il a fait des petits flacons, il n'a pas fait que des gros vases comme Galet qui a quand même fait beaucoup de choses énormes. Et donc par exemple, moi je possède, donc c'est un héritage de famille, hein, ce petit flacon qui n'est pas signé mais qu'on attribue effectivement à Le Gras, tout simplement parce que au niveau du décor, voilà, il faisait vraiment ce type de choses là, on va dire pour les petits budgets et qui étaient vendus assez en série. C'est pas forcément du cristal, c'était parfois en verre et donc c'est vrai que voilà, on peut trouver ce genre de jolis objets en vase, pas très grand, à des prix abordables, signés Le Gras ou parfois attribués à Le Gras. Et sinon aussi, il y a les frères Müller qui sont assez connus, donc ils ont créé, vous savez, la verrerie et la faïencerie Lunéville, qui est un petit peu plus, qui vous parlera peut-être plus que les frères Müller, mais en fait c'est eux qui sont derrière. Souvent la signature d'ailleurs de leur vivant était frères Müller Lunéville, il y avait tout écrit derrière. Donc moi j'ai déjà un vase art déco des frères Lunéville qui m'avait été offert par Chérie à un de mes anniversaires, que j'adore. Donc vous avez déjà dû le voir dans mes vidéos décoration plus d'une fois je pense, donc il s'agit de celui-ci. Mais celui-ci, comme vous pouvez le constater, c'est un style art déco et pas un style art nouveau. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir un joli vase art nouveau, voilà, donc ça fait partie de mes grâles. Alors évidemment c'est un budget, c'est aussi pour ça que j'en ai toujours pas chiné, parce qu'il me faudrait quelque chose vraiment coup de cœur, comme celui-ci en fait, hein. Celui-ci en fait je l'avais vu sur un site internet et j'avais craqué dessus, et en fait mon conjoint était allé regarder en douce sur mes favoris sur le site et me l'avait ensuite offert pour mon anniversaire quelques mois plus tard. Et donc j'avais vu qu'il était vendu sur le site, j'étais trop triste, mais en même temps il était cher et je m'étais dit bon, de toute façon c'est pas grave. Et en fait bah, c'était pour moi et je le savais pas encore. Voilà pour la petite histoire. Donc merci Chérie si tu regardes la vidéo, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire favoris de tous les temps. Voilà. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à trouver l'art nouveau, voilà, mais c'est vrai que j'ai une grande préférence pour les vases art déco, vous avez pu le voir parce que j'ai d'autres modèles chez moi,
et j'aimerais bien avoir un jour la chance de tomber sur un joli vase Art Nouveau dans des prix abordables, voilà, parce que effectivement je pense que j'achèterai qu'une fois dans ma vie un beau vase Art Nouveau, mais voilà, c'est plus facile de trouver des vases abordables Art déco. En numéro 11, je mets un objet qui est vraiment un objet qui m'est cœur à moi, qui je pense n'est pas dans beaucoup de Graal de chineurs qui me suivent sur la chaîne. C'est un porte rouge à lèvres ancien, puisque vous savez que j'adore les objets de boudoir, les objets féminins et notamment de maquillage. Donc je collectionne les vieux tubes de rouge à lèvres vintage qui étaient très très beaux. Et j'aimerais bien aussi avoir un porte rouge à lèvres ancien en métal. Il y en avait évidemment qui étaient en argent, voire en or pour les gens très très riches. Moi, déjà, je me contenterais d'un joli modèle en métal ou en métal argenté, hein, voilà, tout simplement. Donc, je vous mets quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est un petit objet, de vitrine. On pouvait y mettre que 5-6 rouges à lèvres maximum. Souvent, il y avait même que 3 rouges à lèvres dessus. Tout simplement parce que les rouges à lèvres, ça coûtait très très cher. C'était des objets précieux, que les dames qui avaient déjà des portes rouges à lèvres avaient déjà un certain... étaient déjà très riches et donc possédaient quelques tubes de rouge à lèvres très très luxueux à poser dessus et en fait c'était fait pour qu'on les voit sur le boudoir quand elles faisaient entrer quelqu'un dans leur intimité. Donc voilà, j'aimerais beaucoup chiner ce type d'objet. Ça c'est vraiment un objet niche, c'est moi en tant que collectionneuse de ce type d'objet, j'aimerais en avoir un puisque je n'en ai pas du tout trouvé jusqu'à aujourd'hui, mais j'en ai vu beaucoup en photo, donc j'espère qu'un jour j'aurai un prix abordable. En moyenne, ils se vendent 40 à 50 euros, ce qui est déjà un sacré prix. Moi, je viserais plus les 20-30 euros si j'ai de la chance. Voilà, pour finir, le numéro 12, c'est encore des meubles. Ce sont des meubles de jardin particuliers puisqu'ils sont en métal et travaillés comme de la dentelle, vous voyez, ajourés. Donc, je vous mets des photos. J'adore ce style de meubles de jardin. C'est vraiment un style qu'on trouvait au début du XXe siècle et qu'ensuite on a refabriqué. Aujourd'hui, on peut en trouver des neufs, hein, ils coûtent cher, même neufs. Et je préférais les chiner parce qu'en plus, ils ont un supplément d'âme quand ils sont déjà usés. Tout neuf avec une belle peinture, ils sont moins beaux que quand ils sont un peu écaillés, un peu légèrement rouillés au pied. Voilà. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop rouillés non plus. J'en ai vu en brocante, d'ailleurs j'en ai vu en 2023, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le problème, c'est la rouille, l'état, voilà, de la rouille, mais pas trop, parce que moi, je voudrais les laisser dans leur jus, je voudrais pas les repeindre. Mais je veux pas que ça soit trop rouillé, parce que quand même, l'idée, c'est de pouvoir s'en servir sans choper le tétanos, quoi. Donc voilà, on verra si un jour je tombe dessus. Et pareil, parfois, je trouve que les chaises ou que les tables, ou alors un service incomplet. Donc il y a la table et il n'y a que 2 chaises, alors qu'on voit bien que c'est fait pour 4. Donc voilà, à voir, peut-être qu'un jour je trouverai ça. J'ai déjà 2 tables de jardin puisque j'ai un côté terrasse et un côté jardin, donc j'en ai un de chaque côté de la maison, mais ce ne sont pas des modèles anciens et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un joli modèle ancien à mettre sous mon olivier par exemple, puisque j'ai un bel olivier dans le jardin. J'en verrais très bien un comme ça sous l'olivier l'été à l'ombre. À voir si je trouve ça en brocante ou aussi dans les dépôts-ventes. Pour les meubles, j'aime bien aller dans les dépôts-ventes. C'est vrai que je vous en parle pas trop de ce que je trouve dans des dépôts-ventes, tout simplement parce que j'ai une maison qui est déjà meublée et qu'elle est assez petite. Et que tous ces petits meubles dont je vous parle depuis le début de cette vidéo Graal, ce sont des tout petits meubles, ce sont des meubles bien précis qu'on ne trouve pas partout et c'est pour ça en fait que je les ai toujours pas chinés finalement. Et aussi parce que j'ai pas eu le coup de cœur parfois. Donc voilà, à voir ce que l'année 2024 nous réserve. Et de toute façon, il y a plein d'autres Graal, comme je vous l'ai dit, notamment des petits objets que je trouverai peut-être. Et de toute façon, en brocante, ce qui est le plus intéressant, c'est quand on est surpris soi-même par nos coups de cœur, quand on tombe sur un objet qu'on n'aurait jamais imaginé acheter et que c'est un vrai coup de cœur, ça aussi c'est un pur bonheur. Donc voilà, la vidéo des Graal de 2024 est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que ça change un petit peu du format habituel où je vous montre des objets in situ. Là, voilà, c'était plus des photos, des images. Mais peut-être aussi que ça vous a donné des idées. Peut-être que vous avez retrouvé des objets qu'on a en commun sur notre liste de Graal. Je vous souhaite à tous et à tous de faire de très belles trouvailles, de évidemment tomber sur vos Graal en brocante cette année en 2024. Moi, je repars chiner comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.